Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, un actif en hausse sur les marchés aujourd'hui, c'est la volatilité qui monte encore d'un cran. Sur le marché américain, on voit le VIX à la hausse alors que les indices boursiers ont du mal à trouver une tendance. On hésite, on plafonne, on s'épuise même peut-être un peu. On l'a vu sur les indices européens, notamment à la clôture, avec une petite faiblesse qui reste légère, moins 0,36% pour le CAC 40. On reste assez proche des 5700 points. À l'intérieur du marché, on a vu quand même pas mal de mouvements intéressants avec des publications de résultats qui ont animé cette journée et qui seront encore plus importantes demain. Ce sera une grosse journée pour les résultats de sociétés du CAC 40. On avait aujourd'hui Société Générale qui publiait au sein du CAC, Air Liquide également. Ça s'est plutôt bien passé en termes de réaction de marché pour Société Générale avec des provisions un peu moins lourdes que prévu et un ratio de solvabilité toujours élevé, bien plus élevé que les demandes réglementaires. Ça reste quand même un point d'attention toujours majeur pour les investisseurs vis-à-vis de Société Générale. Le titre a bien progressé. Le secteur financier dans son ensemble était plutôt à la hausse, avec bien sûr l'offre de BPCE sur Natixis à 4 €. Le titre Natixis s'ajuste quasiment sur le prix proposé par BPCE. Et puis les bons résultats également d'Amundi dans la partie Asset Management, gestion d'actifs, des résultats très solides, résultats records au 4e trimestre, et la passation de pouvoir entre Yves Perrier et Valérie Baudson qui s'effectuera dans les prochains mois. Valérie Baudson qui deviendra donc directrice générale d'Amundi, elle qui est en charge aujourd'hui de la gestion passive, de la division gestion passive chez Amundi. Du côté d'Air Liquide, les résultats n'ont pas fait flamber le cours de bourse. Ce sont des résultats toutefois très solides puisqu'on a vu une progression de toutes les métriques d'Air Liquide sur 2020, le chiffre d'affaires bien sûr, mais également la marge opérationnelle et puis le retour aux actionnaires qui progresse lui aussi puisque le dividende au titre de l'exercice 2020 sera un peu plus élevé que celui de l'année précédente. Enfin, notons la chute du jour du côté d'Ubisoft qui a refroidi les investisseurs avec des prévisions financières un peu resserrées. Le titre Ubisoft signe la plus forte baisse du SBF 120 ce soir. Vous aurez le résumé complet et les détails supplémentaires dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le thème du jour dans Smart Bourse, ce sera le thème de la surchauffe. Est-ce que les marchés sont en surchauffe? Est-ce que l'économie américaine risque la surchauffe dans la deuxième partie d'année? Certains économistes pensent le croire. Quand on regarde la mesure d'inflation, qui est une mesure justement du réchauffement de l'économie aujourd'hui, l'inflation aux États-Unis reste parfaitement sous contrôle au mois de janvier avec une inflation cœur, une inflation sous-jacente sur un an qui ressort à 1,4%. On est même en rythme annuel un peu en baisse par rapport à la marque du mois de décembre qui était ressortie à 1,6%. Et puis, surchauffe de marché, oui, peut-être, en tout cas à certains endroits, les investisseurs particuliers qui se sont intéressés aux valeurs shortées, vendues à découvert, puis à l'argent, semblent s'intéresser désormais aux valeurs cannabis, des valeurs qui avaient déjà beaucoup progressé depuis quelques temps, avec notamment la perspective d'une régulation un peu plus souple avec l'administration Biden aux États-Unis. Là, on s'enflamme vraiment pour quelques dossiers particuliers sur la cote américaine. Tilray, Sundial Growers ou encore Afria signent des performances à 2 chiffres, alors que le nom des cannabis stocks est apparu sur le forum Wall Street Bets du réseau Reddit aux États-Unis. Un petit retour de volatilité pour cette séance boursière avec des indices actions qui terminent en baisse généralement en Europe. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès chaque soir depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,36% à 5670 points. La séance du jour a notamment été marquée par les chiffres de l'inflation en Chine, en Allemagne ou encore aux États-Unis, mais aussi par de nombreux résultats d'entreprises à Paris. En Chine, tout d'abord, les investisseurs ont pris connaissance de la progression de 0,3% des prix à la production, en lien direct avec les prix des matières premières, tandis que l'inflation recule de 0,3% sur la même période à cause des restrictions mises en place face à la crise de coronavirus. En Allemagne, les prix à la consommation progressent de leur côté et témoignent d'une inflation qui repasse dans le vert au mois de janvier. Celle-ci s'élève à 1,6% en rythme annuel, se rapprochant ainsi de l'objectif de la BCE d'un niveau proche mais inférieur à 2%.
Aux États-Unis, enfin, les prix à la consommation progressent de 0,3% sur un mois et de 1,4% sur un an au mois de janvier. Un niveau qui rassure les investisseurs à Wall Street alors que ces derniers craignaient qu'une inflation trop importante n'entraîne un resserrement de la politique monétaire de la Fed. Et on notera rapidement en France que la production industrielle recule de 0,8% au mois de décembre par rapport au mois précédent. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, Société Générale voit ses pertes se réduire au quatrième trimestre, affichant un bénéfice net de 470 millions d'euros sur la période. Un recul de 30% par rapport aux résultats du groupe à la même période en 2019, mais qui reste moins marqué que les attentes des analystes. La banque a en effet vu ses provisions liées à la crise actuelle peser moins que prévu sur ses profits, ce qui est venu contrebalancer le recul de son activité de trading et notamment de trading obligataire que Société Générale tente de restructurer pour en améliorer la rentabilité. De manière générale, la banque tente de réduire le profil de risque de ses activités de marché, stratégie qu'elle poursuivra en 2021, espérant réduire le coût du risque et faire augmenter légèrement ses revenus. Au global, le titre Société Générale qui gagne ce soir 2,85%. Air Liquide affiche des résultats en progression pour 2020. Le groupe annonce avoir plutôt bien résisté à la crise sanitaire malgré un léger recul de son chiffre d'affaires. Sa marge opérationnelle notamment progresse tandis que son résultat opérationnel courant ressort à 3,8 milliards d'euros en hausse de 3,6%. Le groupe anticipe une nouvelle augmentation de sa marge opérationnelle et de son résultat net pour 2021. Le groupe va également augmenter son dividende de près de 2% au titre de 2020. Le titre qui perd ce soir 2%. Amundi voit de son côté ses revenus nets reculer de 4,1% en 2020 à 2,5 milliards d'euros. Le gestionnaire d'actifs annonce également reprendre le versement d'un dividende après l'avoir stoppé en 2019 à cause de la crise sanitaire. Amundi qui gagne ce soir environ 1%. Et Ubisoft fait état d'un net booking que l'on peut comparer aux revenus du groupe d'1 milliard d'euros au dernier trimestre de 2020 qui correspond au troisième trimestre de son exercice décalé. Un record pour le groupe qui resserre cependant ses prévisions annuelles et vise un net booking annuel entre 2,22 et 2,28 milliards d'euros. Un resserrement d'objectifs mal reçu par le marché alors que le secteur profite actuellement des mesures de restriction. Ubisoft qui perd à la clôture 7,5%. Et enfin, Natixis annonce de son côté des résultats trimestriels en baisse avec un résultat qui recule de 13% par rapport à 2019. Sur l'ensemble de l'année 2020, la banque affiche un bénéfice net part du groupe de 101 millions d'euros en recul de 95%. Mais Natixis est sur le devant de la scène aujourd'hui pour une toute autre raison. Confirmant les rumeurs qui couraient hier, BPCE a déposé hier soir, juste après la clôture de la Bourse de Paris, une offre visant à racheter les 29,3% du capital de Natixis qu'elle ne détient pas encore pour un prix de 4 € par action. Un prix qui offre une prime de 8% par rapport au dernier cours de clôture de la banque juste avant la suspension de sa cotation. Une opération qui, si elle réussit, entraînerait un retrait de la cote de Natixis. Natixis dont le titre s'envole ce soir, gagnant 7,6% pour atteindre une valeur de 3,98 €, soit juste en dessous des 4 € proposés par BPCE. Demain, les résultats d'entreprise continueront à focaliser l'attention des investisseurs puisque 6 entreprises du CAC 40 publieront leurs résultats. Il s'agit d'ArcelorMittal, de Crédit Agricole, de L'Oréal, de Legrand, de Pernod Ricard ou encore de Schneider Electric. Au-delà des publications d'entreprises, les investisseurs prendront connaissance des nouvelles perspectives économiques de la Commission européenne ainsi que du rapport mensuel sur le marché du pétrole de l'OPEP. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché dans Smart Bourse sur Bismart. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir, directeur général de 4Point CM. Bonsoir et bienvenue Nathalie. Bonsoir. Christian Parizeau, chef économiste de Dorel BGC, nous accompagne également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Yves Maillot est avec nous également, le président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir Greg. Merci à vous trois d'être là ce soir. Le thème, c'est le thème de la surchauffe. Christian, alors il y a le risque de surchauffe des marchés. On est habitué, on a le nez dessus tous les jours, on surveille ça comme le lait sur le feu. Et puis, il y a le risque d'une mise en ébullition trop forte de l'économie américaine. Un nouveau risque qui est apparu depuis quelques jours avec les tribunes de Larry Summers, les tweets d'Olivier Blanchard qui nous disent que en faire trop sur le plan budgétaire, c'est sans doute la bonne manière d'appréhender la gestion de cette crise. En faire beaucoup trop, c'est prendre un risque sur l'avenir.
Oui, c'est un peu ça. Alors, le problème aujourd'hui, c'est ce fameux plan de relance, plan de relance, de soutien relance. C'est American Rescue Plan. Voilà, le nom, c'est Rescue. C'est pas véritablement un plan de relance. Pour moi, il y a une grosse partie des dépenses. Ce sont quand même des mesures de soutien à l'économie. Je vous prends juste un exemple. Il va y avoir des fonds qui vont aller aux États pour éviter que les États, aujourd'hui, qui sont dans des situations budgétaires catastrophiques, ne licencient. Donc, ces fonds, c'est pas pour embaucher. C'est juste pour assurer le financement et qu'on n'aille pas des licenciements en masse de policiers, d'enseignants, etc. Donc on n'est pas du tout dans un aspect relance de l'économie. Ce qui pose réellement problème dans ce plan, c'est pas tout ce qui est fonds qui vont aller pour la réouverture des écoles, c'est plutôt bien. C'est pas tout ce qui est fonds d'aide. Le vrai, même l'indemnisation du chômage, on va dire, c'est pas forcément quelque chose de mauvais quand vous avez encore 10 millions d'Américains qui n'ont pas retrouvé leur emploi d'il y a d'un an. Donc c'est normal qu'on les indemnise, sinon ils vont. Et on voit que le nombre de chômeurs longue durée augmente aux États-Unis, et donc ces gens-là ils vont se retrouver sans aucune indemnité. Donc c'est quand même bien, c'est un soutien, ça évite que ça chute. Donc toutes ces mesures-là, c'est pas un problème. Ce qui focalise aujourd'hui beaucoup les vraies questions, les vraies interrogations, c'est ce chèque. C'est ce chèque qu'on va envoyer aux Américains. Parce que ce chèque en lui-même, bon, ok, on l'a fait précédemment, on a vu que ça n'a pas créé de l'inflation, mais pourquoi ça n'a pas créé de l'inflation? Ça n'a pas été un élément véritablement négatif, parce qu'on avait une épargne contrainte. C'est-à-dire que les Américains, ils percevaient un chèque, mais ils étaient enfermés chez eux. Donc ça n'a pas créé des tensions, ça n'a pas créé véritablement de l'inflation. Aujourd'hui, si on envoie le chèque et que derrière on réouvre l'économie, parce qu'on a fini avec la campagne de vaccination, on avance, on enlève les mesures sanitaires, on réouvre l'économie, donc ça va être un gain énorme pour les ménages qui vont pouvoir d'un seul coup dépenser énormément d'argent. Donc ça, c'est vraiment ça qui pose problème, parce qu'on voit déjà dans l'industrie, on en a l'illustration, vous en entendez parler, des ruptures, des tensions sur les chaînes de production. C'est pas durable, je dis pas que c'est quelque chose c'est pas une boucle prix-salaire, c'est une inflation qui est liée au fait qu'on a redémarré très vite la production industrielle, on a rebondi, et puis derrière, tout le monde ne peut pas se remettre en même temps. Donc je vous laisse imaginer, je vous donne un chèque d'un seul coup de $1 400, et puis d'un seul coup, on réouvre le restaurant d'à côté. Oui. Bon, je vais dépenser ça peut-être dans le restaurant. Alors vous allez me dire, c'est bien pour l'activité, tout ça, mais le restaurateur, lui, il aura peut-être tendance à dire, je vais monter les prix. En plus, les prix des matières premières ont monté, faut que je me refasse un petit peu. Bon, je vais monter les prix. Donc après, le risque, c'est un peu ça. C'est-à-dire que à donner du pouvoir d'achat trop fort au moment où on réouvre l'économie et que l'offre n'est pas forcément adaptée, soit ça va se traduire par beaucoup d'importations, si c'est des biens. Et ça veut dire que c'est l'extérieur qui va en profiter. C'est un plan de relance pour la Chine. Voilà. Ouais. Soit c'est du service. Ouais. Alors donc c'est pas le Chinois qui va venir faire le coiffeur, mais ça peut créer des tensions très vite dans le secteur des services. Et donc l'idée, c'est bien de soutenir l'économie, mais il ne faut pas aller trop fort. Ou alors, les ménages américains ne dépensent pas ce chèque et ils vont le placer sur la bourse. Ouais. Et on voit on revoit un peu ce qu'on a. C'est un thème de la surchauffe, effectivement, donc, qui anime les marchés aujourd'hui. Et ça relance pas vraiment. Ou alors, donc c'est un vrai problème, moi je pense, de cette mesure. Après, l'autre mesure, mais qui est en train d'être bottée en touche par l'administration Biden et qui faisait un peu peur, c'était l'augmentation du salaire minimum. Alors, ils veulent le doubler d'ici 2025 avec une hausse de ce salaire de $1 par an. Alors, un peu plus cette année, mais un peu moins les années suivantes. Mais ça sera autour d'$1 par an, et ça c'est un élément aussi qui va donner du pouvoir d'achat. Alors encore une fois, c'est pas mauvais, ça fait longtemps, il est très bas, tout ce qu'on veut, on peut le justifier totalement cette hausse, mais ça intervient peut-être au mauvais moment. Ouais. C'est-à-dire que donner une hausse de salaire, si en plus on a une offre contrainte et en plus vous envoyez le message qu'il va y avoir une boucle prix-salaire parce que vous payez mieux les gens, donc les gens auront plus de pouvoir d'achat, et là vous entretenez complètement l'image d'un risque inflationniste. Donc aujourd'hui, ce qui est plus en train d'être mis en garde, c'est de dire attention, ce plan Biden, on est d'accord, il faut soutenir l'économie américaine, mais attention à pas faire n'importe quoi et à pas entraîner finalement une surréaction de l'économie derrière. Concrètement, Christian, là on voit l'inflation qui est ressortie aux États-Unis, 1,4 sur un an pour l'inflation cœur, l'inflation la plus pure. L'inflation sous-jacente. À quel type de marque d'inflation, de chiffres, il faut s'attendre pour les prochains mois? Qu'on soit au clair, c'est-à-dire que c'est des chiffres largement au-delà de 2%, 3% peut-être? Alors, on sera forcément quasiment certain au-dessus de 2%, mais ça, c'est un effet de base. C'est un effet parce que, rappelez-vous, on compare les prix par rapport à ce qui s'est passé au moment de l'épidémie. On a eu une chute parce qu'on était cloisonné chez soi, et donc il y a eu des pressions sur les prix. Donc là, en janvier, on n'a même pas les effets de base. Des choses comme ça, on n'a même pas les effets de base encore sur l'inflation du mois de janvier. Avril. Le point haut des effets de base, c'est avril. Donc vous pouvez vous attendre, si même l'inflation ne bougeait pas, si tous les prix restaient stables, on va vers les 2 pour l'indice d'ensemble, l'indice des prix d'ensemble, on va vers 2 en avril. Donc ça, après, ils peuvent baisser les prix, donc on peut être en dessous de 2. Mais s'ils ne bougent pas,
on va à 2 automatiquement. Ça, c'est pas un problème en soi. Ça, c'est du technique, c'est un effet de base. On sait, on comprend. Hein. C'est pas de la vraie inflation, ça. C'est juste un effet statistique. Le vrai problème, c'est que la Banque centrale, elle a pas de marge face à ça. Parce que c'est pas la même chose de vous dire, j'ai 3 statistiques d'inflation un peu fortes qui dépassent les attentes quand je suis sur une inflation en glissement sur un an à 1%, où je suis arrivé à mon objectif d'inflation de 2. Et donc là, je ne dis pas que la Banque centrale va tout de suite dire « Oh là là, c'est l'inflation, c'est grave », mais il va falloir qu'elle se justifie. Eh oui. Elle ne pourra plus dire le discours « L'inflation est à 1, bon, elle est passée à 1,5 ». Oh, regardez, on n'est pas à notre objectif, il y a encore de la marge. Il y a de la marge. Là, on est à 2, elle passe à 2,5. Alors oui, mais bon, c'est pas grave, c'est pas une vraie... On vous avait dit qu'on laisserait l'inflation filer. Mais on laisse un peu filer l'inflation, vous voyez. Et là, il peut y avoir une surréaction des marchés obligataires parce que vous pouvez croire la Fed, dire que c'est temporaire et tout ça, et puis vous pouvez paniquer. Et vous dire, ah oui, non, mais elle est en train de... Non seulement on laisse filer l'inflation, et elle n'est pas crédible, elle ne veut pas lutter contre. Donc là, vous avez une surréaction de marché obligataire. Donc elle prend ce risque derrière dans sa communication. Donc c'est ça qui est important. C'est ce 2, qui est symbolique et tout ce que vous voulez. Mais ce 2... à partir de ce moment-là, il va falloir qu'elle se justifie. Et d'ailleurs, c'est ce qui commence. Hein. Vous avez eu des interventions de plusieurs membres du FED qui commencent à dire « Mais vous inquiétez, même Powell lui-même a dit « Ça ne sera pas une boucle prix-salaire ». Et puis vous avez Kaplan hier qui a encore dit « Bon, c'est passager ». Mais enfin, chaque mois avec une inflation à plus de 2%, ce sera un test grandeur nature pour la communication de la Réserve fédérale américaine. Et ça fera sûrement un indicateur des prix qui sera très market mover pour les marchés. Hein, parce que là, à ce moment-là, même si vous n'y croyez pas, peu importe, hein, ça sera un élément d'arbitrage, en tout cas, sur les marchés. Nathalie, la surchauffe. Risque de surchauffe dans les marchés, risque de surchauffe dans l'économie américaine. J'arrive même pas à imaginer qu'on puisse en parler alors que on est encore, vous êtes avec votre masque en plateau, on est encore loin d'être sorti de la pandémie, mais on est déjà en train de se poser la question sur ce type de risque. En fait, c'est assez logique parce que quelque part, on a vu que les mesures qui ont été prises, des solutions à parvenir sur 2020, mais on a terminé l'année à un niveau inespéré, que ce soit en termes de décroissance, que ce soit en termes de résistance d'entreprise ou de résistance des marchés. Qui aurait cru, si on nous avait tous posé la question au mois de mars, écoutez, est-ce que vous signez pour terminer l'année à moins 5 ? On signait tous pour terminer l'année à moins 5 et c'était magnifique. Et en fait, les résultats des boîtes, de beaucoup en fait, de sociétés, je ne parle pas évidemment celles qui sont très victimes de la crise sanitaire, elles ont montré une forte capacité de résistance et il y a eu cette manne qui va entretenir le cercle à la base vertueux puis après qui peut devenir vicieux, qui est qu'en fait l'argument qui nous a sauvés en 2020, c'est qu'il y a les banques centrales derrière et il y a les gouvernements en plus qui injectent. Et donc ces deux choses-là justifient qu'on paye plus cher les marchés, l'économie, la micro, que ce qu'on était prêt à le payer avant la crise sanitaire. Et c'est là où, en fait, moi, j'ai un peu plus du mal. C'est qu'on sait qu'une intervention de banque centrale ou de gouvernance sont dans des mesures correctives. Elles sont là pour, en fait, venir corriger, venir réparer, venir... Elles ne sont pas là pour booster l'économie qui va bien. Et donc, si on se rend compte qu'au final, les mesures qui ont été annoncées ont un effet plus vertueux, ont fait largement plus que compenser, le risque... C'est-à-dire, OK, on l'a trop fait, on va retirer. Et ça, le marché n'intègre pas du tout aujourd'hui ce risque-là de dire, si la situation va beaucoup mieux, forcément, à un moment donné, on va le retirer, cet argent. Et là, les multiples de valorisation, c'est plus du tout les mêmes. C'est plus du tout les mêmes parce que l'incidence, basiquement, parce que le niveau de taux, OK, il y a l'inflation, et tout ça, pour l'instant, on n'est pas dans une chose qui est démesurée. Par rapport au taux de croissance attendu et à l'inflation attendue, la tension qu'on a eue sur les taux longs aux États-Unis, elle est assez logique. Il n'y a pas d'illogisme. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que 80% des valorisations des entreprises, surtout dans les secteurs en forte croissance, c'est d'actualiser les flux futurs. Et cette actualisation, je le répète à chaque fois, il y a bien les taux d'intérêt qui sont au dénominateur. Et donc, plus les taux montent, plus en fait vos valorisations objectives vont baisser. Donc il va falloir arriver à un moment donné où les taux de croissance des entreprises vont devoir être 2 à 3 fois supérieurs au taux d'intérêt pour pouvoir justifier les niveaux de valorisation qu'elles sont aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'on a une idée du seuil de douleur du marché action par rapport au niveau des taux longs américains ? Est-ce qu'on a, dans les résultats qu'on a pu avoir, déjà on en a eu quand même quelques-uns, est-ce qu'on a justement suffisamment de croissance du côté des entreprises pour justifier peut-être des taux longs un peu plus élevés demain Alors, en fait, quand on regarde le niveau des entreprises, il y a 3 catégories. Il y a la catégorie sur laquelle on va être défensive. Et les défensives,
c'est ce que personne en fait n'aime avoir en portefeuille parce que c'est boring, c'est des 3% de croissance, qui restent en somme toute avec de la visibilité, de la qualité, des modèles en général, des bilans très sains. Et ça, cette tranche-là en fait de la cote, aujourd'hui, elle n'a pas vraiment une protection quand il y a eu la crise. Et quand le marché est reparti, elle n'en a pas eu tout bénéficié. Donc cette tranche de valeur défensive, on n'est pas sur des aberrations de marché. Et dedans, on va trouver des valeurs dans l'agroalimentaire, dans les pharma. Et puis après, derrière, vous avez les valeurs qu'on appelle qualité. Ouais. Mais la qualité, en fait, maintenant, on considère que la qualité, c'est avoir 8% de croissance. Ce qu'on appelait, nous, avant, des valeurs de forte croissance. Ouais, Parce que 8% de croissance par an, c'est... Et là, on commence à avoir une petite tension de valorisation, mais qui reste 40 à 50% inférieure à ce qu'on a sur la tranche hyper croissance, et là qu'on trouve dans plein de secteurs, avec des valeurs, en général, des valeurs moyennes. Et là, c'est taux de croissance de 20-30%. Ouais. Donc, bien sûr que les taux de croissance de 20-30%, vous pouvez monter le taux au dénominateur. Globalement, oui, ça affaiblit très peu la trajectoire de croissance. Et c'est pour ça que quand on regarde un peu ce qui s'est passé au niveau des secteurs, moi qui aime bien l'approche thématique, depuis le début de l'année, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas du tout d'effet correction. C'est vraiment, le marché va sur la même chose. Les meilleures performances de 2020, tout confondu, c'est-à-dire celles qui ont très très bien résisté dans la première phase, rebondit avec le marché et ne sont pas fait larguer par les indices en fin d'année. Donc, qui ont eu des performances entre 15 et 25%. J'élimine ceux qui ont fait des 40, 50. Ouais. Et bien, ceux-là, qu'on retrouve dans des styles croissance, mais qu'on retrouve aussi beaucoup dans des thématiques, tout ce qui tourne autour de l'intelligence industrielle. C'est-à-dire pas de la techno, mais vraiment... des valeurs cycliques, tout ce qui peut aider à la transition énergétique. Alors, c'est la thématique à la mode. Puis vous avez aussi des acteurs dans la nutrition. Tout ce qui est en fait mix des secteurs. Et bien là, vous avez des très belles performances, mais en adéquation avec ce qu'il y a eu en 2020, mais elles sont justifiées parce qu'en fait, ce sont, au sein de ces thématiques-là, vous avez une diversification de style de secteur, de taille d'entreprise, qui fait que vous mélangez un peu des valeurs très peu chères et d'autres très très chères. Donc c'est très difficile de faire la part des choses aujourd'hui. Il faut choisir des secteurs ou des thématiques qui ont beaucoup d'applications et pas être focalisé uniquement sur une application. Des monoproduits ou des monoservices. Exactement, parce que là où on a un risque de bulle fort et de déception assez important. Bon. Yves, vos commentaires, remarques, réflexions sur l'idée de la surchauffe? Oui, on a abordé plein de sujets. Oui. Tout ça est très vaste. Ce qui est vrai, c'est que cette question-là, et en toile de fond, ce qu'a abordé Christian tout à l'heure, le sujet de l'inflation, est quand même le point crucial, et va être le point crucial des marchés financiers dans les mois et années à venir. Puisque là, on a vécu... Peut-être d'ailleurs que cet environnement va perdurer un certain temps. On a vécu dans un monde où s'exprimer, grâce à la mondialisation, grâce à d'autres phénomènes de changement de technologie, à des pressions déflationnistes fortes qui ont permis aux banques centrales, parce que la création monétaire qu'on évoque, qui est très forte et qui permet ces énormes plans de soutien aux États-Unis, mais aussi en Europe, c'est quelque chose qui est permis par une création monétaire en amont très très abondante et qui elle-même s'est pas matérialisée par les effets néfastes traditionnels d'une création monétaire excessive, c'est-à-dire l'inflation. Et croire qu'on va pouvoir continuer comme ça sans avoir de manifestation de l'inflation est probablement une erreur. Et donc c'est le sujet. Et là, ensuite ce qu'évoquait Nathalie sur l'impact, sur les valorisations, etc., tout ça sont des effets, des conséquences d'un environnement inflationniste par rapport à un autre. Effectivement, une remontée, j'allais dire, significative des taux d'intérêt, si elle devait être un peu plus durable, à cause d'émanations inflationnistes, chamboulerait complètement les marchés financiers. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui va être bon à l'avenir pour la conjoncture économique, le chômage, etc., risque d'être très mauvais pour les marchés financiers et la valorisation des actifs. De la même façon que j'avais tendance à dire de façon provocatrice, que moins c'était bon, plus c'était bon pour les marchés. Puisque plus la conjoncture était en péril ces derniers mois, et plus les banques centrales étaient actives et favorisaient l'inflation des actifs. C'est ce qui se passe en termes de surchauffe
monétaire avec les conséquences qu'on connaît sur la bourse, l'immobilier, les œuvres d'art, le bitcoin, etc., etc. Si l'on change de monde et qu'effectivement une boucle salaire-prix se met en place, comme l'évoquait Christian, là, on a du souci à se faire sur le prix des actifs et donc le prix des actions quand on parle de la bourse. C'est un peu caricatural, mais c'est très schématique. Plus l'économie se redressera, le mieux l'économie se portera, plus il sera le temps de vendre et de quitter les marchés financiers. En tout cas, mais à n'en pas douter, c'est ce qui va finir par se produire si cette amélioration économique se caractérise par une boucle prix-salaire. Ouais. On a déjà la manifestation à travers le prix des matières premières, qui sont pris aussi par beaucoup d'investisseurs, spéculateurs, traders, comme des classes d'actifs à part entière et qui elles-mêmes sont boostées à la fois, c'est vrai, par une reprise, par exemple en Asie, en Chine, mais aussi par des spéculations très fortes. Et ça engendre un surcroît d'inflation. C'est vrai que cette année, il faut se méfier quand on parle d'inflation. Christian a évoqué les effets de base qui vont être la première manifestation, mais ce n'est pas vraiment de l'inflation, c'est un effet de base. Ensuite, il y a les effets de la remontée des prix de l'énergie, des matières premières. Tout remonte. Quand vous prenez le panel des matières premières, les commodities agricoles, les métaux industriels, etc., tout monte. Et puis la vraie inflation, qui est l'inflation cœur, c'est-à-dire les salaires augmentent. Et là, il y aura un vrai problème à ce moment-là. Même si tout ça est bon pour le consommateur et l'ensemble des économies, il y aura à ce jour-là un vrai problème, et probablement avant d'ailleurs, un vrai problème sur le prix des actifs sur les marchés financiers. Bon. Le garde-fou, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup de réserves, entre guillemets, de chômeurs aux États-Unis. On est loin d'être au plein emploi. Normalement, il faut être au plein emploi pour que les salaires commencent à augmenter en masse de manière un peu générique. On est très loin d'une boucle prix-salaire, ça on est d'accord, ça mettra plusieurs années, un certain temps pour se mettre en place. Après, il faut toujours faire attention. L'an prochain, elle dit Janet Yellen, on peut revenir au plein emploi. L'année prochaine, je peux vous dire que les marchés vont réagir à ça avant. C'est ça. C'est pas si loin. Mais juste un petit point pour compléter ce qui a été dit, c'est tout notre problème qu'on a aujourd'hui avec les marchés financiers, c'est qu'on a une logique fondamentale et une logique de flux. La logique fondamentale, vous direz, achetez les actions. Ça va aller mieux, l'économie va se redresser, donc l'inflation, même si ça se redresse, il y aura moins de pression déflationniste. Donc on va dire, quand on parle de retour de l'inflation ou de pression déflationniste moindre, faut pas aller vers les taux, il faut aller vers les actions. Donc fondamentalement, achetez les actions. Logique de flux, vendez les actions. C'est ça le problème. Parce que logique de flux, pourquoi ? Parce que tout le marché action s'est bien comporté, parce qu'il y avait cette logique, il y a tellement d'argent sur les marchés, on gagne tellement peu d'argent sur l'obligataire à ne pas prendre de risque, qu'on est obligé de prendre du risque, et on est obligé d'aller sur les actions. Mais on n'aime pas les actions. Mais on le fait parce qu'on n'a pas de rémunération à ne pas prendre de risque et aller sur les taux. Mais si on retrouve une rémunération supplémentaire sur les taux... je vais quitter les actions, je vais aller sur les taux. Ah oui, mais il y a de l'inflation. Oui, mais je m'en moque, je préfère avoir peut-être un peu plus d'inflation. De toute façon, j'ai accepté les taux négatifs. Donc, je peux accepter des taux réels négatifs. Donc, ça montre que la logique de flux est contradictoire avec la logique fondamentale. Et ça, on a un vrai problème là-dessus pour analyser les marchés. Parce qu'à un moment donné, faut presque être schizophrène. Est-ce que j'ai ma logique de flux ou ma logique de fondamentaux ? Et donc, on ne dit pas du tout les mêmes conclusions de marché. Et c'est pour ça que moi, mon sentiment, c'est qu'on va aller sur des va-et-vient de marché. Beaucoup de volatilité, parce qu'à un moment donné, on va jouer le plan Biden, c'est haussier, on joue la conjoncture, on joue la reprise, c'est haussier sur le marché, le plan Biden est voté, ah oui, mais est-ce qu'ils vont pas créer l'inflation ? Et là, ça va être baissier. Et là, on dira, oui, mais si ça devient vraiment l'inflation, on jouera la logique de flux, on jouera le tapering de la Fed, on jouera le fait que la Fed va moins injecter de liquidité. Et là, on reviendra sur une logique purement de flux. Donc attention à ça, je pense qu'on va avoir des allers-retours des marchés sur cette année qui va être assez volatile, parce qu'on va être tiraillé entre ces deux logiques. Nathalie, en termes de thèmes, là, vous nous avez effectivement expliqué comment chaque thème ou chaque groupe de valeurs réagissait en fonction du niveau de l'économie réelle, on va dire. Pour cette année, est-ce qu'il faut se préparer à des va-et-vient ? Est-ce qu'on va passer d'un thème à l'autre ? Est-ce qu'il y a des thèmes qui traversent tout ? Est-ce qu'il faut des portefeuilles très équilibrés, être presque agnostique dans la manière dont on choisit les secteurs, les thèmes, être même peut-être encore plus précis que ça, avec un choix de valeurs très minutieux qui sera peut-être la source de performance pour les gérants d'actifs en 2021 ? Je vais terminer par la dernière question. Je pense que les gestions de stock picking sont celles qui auront le plus de capacité à tirer leur épingle du jeu en 2021. Parce que quand on écoute tout ce qu'on dit, et sur des partenaires qui maîtrisent un peu les sujets, on voit que la visibilité et les timings, on sait ce qui va se passer, on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer.
Et les marchés, en fait, c'est le vieil adage. Hein. Moi, j'ai commencé un moment, on disait, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Mais c'est exactement ça, en fait, qui se passe. Si on achète des banques centrales qui injectent des liquidités, et puis le jour où ça s'arrête, en fait, ça change. Donc, en fait, il faut toujours avoir un temps d'avance sur les marchés, parce que si on attend que ça se produise pour venir, les rotations, c'est trop tard. Donc, cette notion de rotation qu'il y a de côté risk-on, risk-off, qui date en fait de 2018. Hein. Vraiment ce côté où les marchés devenaient binaires. Ça a commencé avec les guerres commerciales, avec d'autres les problèmes sur les émergents, et on se dit en fait on joue le risque avec ou sans risque. Ce qu'il y a de bien là-dessus, c'est que ce n'est plus ce débat est-ce que je vais sur les actions ou sur les obligations, ou est-ce que je vais sur de la value ou sur de la croissance. C'est est-ce que j'achète du risque ou est-ce que je n'achète pas de risque. Mais en fait, dans le risque, il y a du taux, il y a du crédit, il y a des actions, il y a des émergents, il y a tout ce qui... On peut mettre les crypto-monnaies, on peut mettre plein de choses. Et puis, dans le risk-off, en fait, je me mets sur du défensif. Donc, je mets sur de l'investment grade, je mets du taux. Et donc, on peut trouver plusieurs types d'actifs et plusieurs secteurs. Et aujourd'hui, le marché a beaucoup plus de profondeur et les analyses sont faites beaucoup plus de façon granulaire, qui permettent de moins être binaire et de ne pas avoir cette dichotomie. Et donc, bien sûr, ça nécessite de la souplesse, mais c'est quand même beaucoup plus agréable pour un gérant qui soit locataire d'actifs, sélectionneur de fonds, sélectionneur de titres, de pouvoir s'extraire de ça. Parce qu'aujourd'hui, oui, dans un portefeuille dynamique en 2020, c'était pas que avoir des actions, c'était être blindé d'émergents à l'été, c'est être à fond sur du high yield quand il va. Et c'était ça. Donc, aller chercher du risque et du rendement, on peut l'avoir avec d'autres types d'actifs. Je comprends. Alors, cette rotation, elle va continuer et pour répondre un peu sur la question sur les thématiques, à toute épreuve, quelque part, ça n'existe pas. Le côté win-win, ça ne fait que. En revanche, il y a des thématiques sur lesquelles vous avez une tendance de fond qui est forte. Vous parlez de l'ESG tout à l'heure, on parlait des thématiques. Cette logique de responsabiliser l'investissement, je pense que ce n'est pas un phénomène de mode. Ça, c'est un vrai cap. Oui, on le voit, les budgets sont là, les entreprises investissent réellement dessus, et ceux qui font le flux, en tout cas c'est les particuliers ou même les institutionnels, ils ont besoin de pouvoir montrer patte blanche par rapport à ce sur quoi ils investissent. Et donc, ces logiques-là, et les secteurs ou les segments qui bénéficient le plus de ce flux, parce que beaucoup plus positionnés sur du positif impact ou autre, cela, on peut imaginer que les mannes de financement et les flux, qui sont si importants, ils vont largement continuer dans ces segments-là. Et donc, après, la difficulté, c'est que vous pouvez avoir la thématique qui est un peu à toute épreuve, mais derrière, ça reste sur des marchés. Et donc, s'il y a une bulle ou s'il y a une crainte, à un moment donné, on passe en risk-off, eh bien, forcément, ça nuira. Mais donc, ces thématiques-là, tout ce qui est lié à l'amélioration du monde, que ce soit la transition énergétique, que ce soit la santé au sens large, la recherche, ça, c'est des thématiques sur lesquelles le financement, les flux vont continuer. Yves, venons-en à Tesla. Le Bitcoin, non mais évidemment, et d'ailleurs dans la continuité de ce qu'on dit, on en parlait hier avec un de vos confrères qui disait Tesla qui place 8% de sa trésorerie en Bitcoin, 1,5 milliard de dollars, c'est la jonction des deux bulles. Déjà, c'est quoi le rationnel selon vous d'Elon Musk quand il place 8% de la trésorerie de Tesla, ce qui correspond à peu près à l'investissement qu'il fait en R&D sur 2020, hein. Donc c'est quand même une somme, voilà, dans les comptes de Tesla, c'est pas rien. Et puis surtout l'étape d'après, il veut proposer le paiement en Bitcoin pour les Tesla. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que le Bitcoin peut devenir une vraie monnaie transactionnelle qui permettrait d'acheter 500 000, 1 million de Tesla par an, peut-être ? Que vous inspire Alors sur ce dernier point, elle l'est déjà, cette crypto-monnaie, dans certains endroits du globe. Ponctuellement, on échange sur certains sites. Alors après, est-ce que c'est une monnaie officielle ? Non. Pays comme la France, non. Aux États-Unis, en Chine, son minage est important, mais elle n'est pas autorisée. Enfin, on est dans des zones grises dans plein d'endroits. Dans certains pays, ça s'échange totalement librement. Donc on est déjà dans un monde où on a fait quelques petits pas. Je n'aborderai pas la question de savoir si c'est vraiment une monnaie.
Il y a différentes... puis finalement, c'est parler du sexe des ça peut avoir anges, un caractère transactionnel, voilà. Alors ça l'a déjà, ça l'est déjà, encore une fois, même si c'est relativement limité et même si la technologie derrière Bitcoin fait que si l'on reprend les 3 fonctions essentielles d'une monnaie, unité de compte, alors pour les adeptes, oui, c'est une unité de compte, pour les autres, non, et donc c'est très volatile. Est-ce que c'est une réserve de valeur? Très clairement, et ça va l'être de plus en plus. Est-ce que c'est un moyen de transaction? Ça l'est que marginalement. Est-ce que ça va l'être beaucoup plus? Bitcoin, je ne crois pas. D'autres crypto-monnaies, peut-être, sans doute. Il y a eu tous les débats autour de la monnaie qui va voir le jour de Facebook, qui se voulait réellement, qui se veut, DIM maintenant son nouveau nom, réellement un moyen de paiement, un moyen de transaction. Bitcoin, la technologie qui sous-tend Bitcoin et qui assure, à travers cette blockchain, une décentralisation, une sécurité totale du fonctionnement de cette chaîne de blocs, fait que le processus de débouclage d'une transaction, de la confirmation, de la validation finale, prend plusieurs minutes, voire jusqu'à 10 minutes. Donc on ne pourra jamais absorber les volumétries de transactions qu'on a, par exemple, sur Visa. Ouais. Donc, c'est 1700 transactions par seconde, Visa par exemple. Exactement. Voilà. C'est quelques transactions par seconde réalisables sous la technologie absolument. Qui sous-tend le Donc, Bitcoin. même si tout le monde était d'accord pour accepter Bitcoin comme un moyen de transaction universel, ça ne serait pas possible. Le système ne le supporterait pas. En revanche, d'autres monnaies privées, cryptographiques, existent et pallient cet inconvénient technique qu'a Bitcoin, en contrepartie de quoi Bitcoin est la blockchain la plus sécuritaire. En termes de validation. Et par contre, on a d'autres crypto-monnaies qui remplissent cette fonction-là. Donc on est sur un sujet là purement technique. Après, donc vous dites, quand il dit j'accepterai le Bitcoin comme monnaie pour les Tesla, ou j'envisage de le faire, vous dites là, il bluffe. Alors il bluffe, ou peut-être qu'aux États-Unis, on aura accès à une réglementation qui permettra, peut-être, je ne sais pas, pour certains types de biens, d'accepter des transactions, mais qui devront probablement, j'allais dire en France nécessairement, être contrôlés. Ouais. Donc ce qui est paradoxal avec le fait qu'on veut contrôler les capitaux, le mouvement de capital, au-delà d'un certain niveau. Donc c'est peut-être du bluff, peut-être pas, peut-être que Musk imagine bientôt vendre ses Tesla sur Mars, puisque derrière Musk, en fait, le rationnel, je ne le connais pas, mais ce qui est clair, c'est que Musk est un individu, on a besoin de gens comme lui, non conventionnels, qui bougent les choses, et puis après tout, il réussit, puisqu'il est devenu l'homme le plus riche de la planète, et il a créé des succès industriels manifestes. Il emmène les gens dans l'espace, bientôt sur Mars. Il fabrique en quelques années une marque de luxe et un véhicule électrique pour l'instant inégalé en termes de... Donc voilà, derrière tout ça, je pense qu'il est... Il ne faut pas exclure qu'il puisse encore avoir raison à l'avenir, c'est ce que vous dites. Absolument. En même temps, on sait qu'il est provocateur, on sait qu'il aime s'amuser, on sait aussi qu'il est très malin et qu'il fait du marketing grâce à ça, et peut-être a-t-il volontairement manipulé justement les foules et le prix de Bitcoin pour pouvoir justement communiquer un peu mieux et renouveler sa communication. Voilà, il y a probablement de tout ça derrière Musk. Le fait qu'ils mettent quand même encore, je reviens à 1,5 milliard de trésorerie placée en Bitcoin, j'ai vu que c'était le MicroStrategy qui estime qu'il y a 50 milliards de dollars aujourd'hui de Bitcoin qui sont détenus par des corporates. Oui. Est-ce que ça, c'est un vrai thème? Est-ce que, je sais pas, de plus en plus de corporates vont placer en diversification une partie de leur trésorerie en Bitcoin? Est-ce que c'est une tendance du moment? Alors une tendance chez certains patrons de sociétés technologiques. Alors le patron de MicroStrategy, MicroStrategy, c'est une société maintenant d'une certaine taille, un éditeur de logiciels d'informatique décisionnelle, traitement de data. Pour avoir assisté à certaines de ces conférences, séminaires, c'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier de crypto-adepte, ou plus exactement, pour reprendre le thème de tout à l'heure, qui a la conviction intime que les politiques monétaires qu'on vient d'évoquer nous amènent à une dévalorisation, ce qu'on appelle le débasement, énorme et inadmissible du dollar. On pourrait dire la même chose de l'euro. Et donc il dit, moi, ma monnaie d'ancrage, c'est Bitcoin. C'est l'or du 21e siècle, c'est quelque chose qui est tangible parce qu'à l'offre limitée. Derrière Bitcoin, il y a la technologie dont on vient de parler. Et puis, il y a cet actif déflationniste qui va justement permettre de pallier la dévalorisation des grandes monnaies souveraines, dont le dollar, à cause de ces politiques monétaires, de création monétaire excessive. Donc moi, je suis désolé, les gens ont pris ça comme de la spéculation. Lui dit mordicus, moi, ma devise d'ancrage, c'est Bitcoin. Donc,
toute ma trésorerie. Depuis un an, il avait 600 millions de dollars de trésorerie. Il a acheté du Bitcoin. Il s'est même permis le luxe de lancer une obligation obligataire qu'il a pu remonter à près de 1 milliard de dollars. Les gens se sont battus pour en avoir. Et là, aujourd'hui, avec la progression du prix du Bitcoin, plus de 2 milliards 600 millions de dollars de trésorerie. Alors, rapporté à du dollar, puisque ses comptes sont encore quand même libellés en dollars, bien sûr. Il se heurtera à la très forte volatilité du cours du Bitcoin en dollars, si jamais le Bitcoin, et c'est pas du tout impossible, corrige de 50% dans les semaines qui viennent. Hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, voilà quelqu'un qui est convaincu, et il y en a d'autres. C'est relayé par d'autres patrons, surtout dans le secteur de la tech. Alors, est-ce que Musk est totalement convaincu de ça aussi? Est-ce que je c'est ne sais pas. opportuniste? Oui, bon. Il y a nécessairement de l'opportunisme. Voilà. Alors, juste dernier point, pour parler d'Elon Musk et de ces sujets. Elon Musk a aussi largement communiqué ces dernières semaines, pour poursuivre sur le plan de découverte de Mars et de développement d'une économie émergente en Mars. On est vraiment dans la science-fiction. Dire que voilà, l'économie martienne sera alimentée par une crypto-monnaie, on ne sait pas laquelle. Donc voilà, il focalise sa communication sur des choses... C'est ce qu'on appelle un visionnaire. Alors on verra. Démente, mais en tout cas, effectivement, ça marche. Ça marche pour l'instant en termes de succès de communication et il attire l'attention puisqu'on en parle depuis 5 minutes. Il a encore une minute là-dessus. Il a acheté du Dogecoin. C'est quoi le Dogecoin Alors Dogecoin, c'était une blague. Ah, c'était une blague. C'était une blague à la base, en 2013, si ma mémoire est bonne. À l'époque, je ne suivais pas ces sujets, mais une crypto-monnaie qui a été créée, alors qui reprend le code source de Litecoin, qui est en fait un dérivé de Bitcoin, mais qui en fait n'avait aucune finalité derrière. C'était des ingés juste pour en créer une, qui s'amusent. Voilà, ça c'était le démarrage vraiment de plein de crypto-monnaies, de projets farfelus, parfois malhonnêtes, mais voilà. Et donc, et finalement, ce truc est monté en mayonnaise, a finalement marché. Et puis là, avec l'arrivée de gens qui utilisent ce support pour communiquer, il se trouve que c'est une crypto-monnaie qui pèse maintenant pas loin, je crois, du milliard. Oui, il n'arrête pas de tweeter dessus. Plusieurs milliards de dollars également. Donc, il a acheté du Dogecoin pour sa fille. Voilà. C'est ce qu'il a dit sur Twitter. Ça fait partie de la personnalité d'Elon Musk, là aussi. Un mot sur l'idée du Bitcoin comme actif de transaction, alors comme monnaie de ce point de vue-là, Christian? Pour moi, c'est pas une monnaie, c'est un actif comme l'or. Pour moi, ça peut être la meilleure comparaison. Donc on ne paiera pas ces Tesla en Bitcoin? Non. Ou alors, faut qu'on passe dans une économie en Bitcoin. Faut tout changer. Faut tout changer. Il faut que vous ayez votre salaire en Bitcoin, que Tesla paye ses fournisseurs en Bitcoin et que on traite en Bitcoin. Après qu'il y a une banque centrale, ok, on a vécu sans les banques centrales par le passé, donc c'est pas l'aspect banque centrale, mais c'est qu'il faut que derrière vous ayez tout un fonctionnement de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, il est gentil, il dit j'accepte le Bitcoin. Si le Bitcoin prend 40% dans la journée et repère 80% derrière, vous n'allez pas me dire ses fournisseurs, eux, ils voudront être payés en dollars. Donc il a un vrai problème de rentabilité, de marge, etc. Donc c'est de la com parce que derrière, il peut pas se permettre d'être payé dans quelque chose d'aussi volatile et aucun commerçant. Ou alors les commerçants qui achètent le Bitcoin, ils le transfèrent immédiatement dans leurs devises qui sont leurs coûts de production et leurs salaires. Donc c'est pas un vrai paiement, c'est juste un truc pour faire plaisir aux gens. La vraie, c'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est deux choses. C'est d'une part, c'est un nombre limité, donc c'est une quantité finie. Qu'est-ce qu'un lingot d'or? Un lingot d'or, c'est quelque chose qui est quantité finie. Alors on en trouve un peu, mais on sait très bien qu'on va pas multiplier, on va pas par magie. Aucun banquier central va vous dire je vais doubler le nombre de réserves d'or dans le monde. Donc c'est une quantité finie. Et ça vaut quoi alors? Ça rapporte rien. Est-ce que derrière, c'est un morceau de capital d'entreprise? Non. Est-ce que vous prêtez de l'argent, vous avez un intérêt? Non. C'est pas de la création de valeur. C'est juste un actif. Et la seule valeur qui vaut, c'est le nombre de gens qui ont envie d'avoir de l'or. Parce que à venir avec votre lingot d'or pour payer votre baguette de pain, ça ne sera pas pratique si vous ne voulez plus utiliser les euros. Donc c'est forcément un actif de réserve. Donc, sauf que là, c'est un actif de réserve qui est numérique et qui sert à ça. Alors après, je sais qu'on va me dire, on peut payer avec des cartes de bancaire, il y a cet aspect moyen de paiement, liquidité. Je suis d'accord, mais le gros problème aujourd'hui, c'est que c'est un moyen de monétiser, de vendre cet actif pour le monétiser, pour faire des échanges avec des biens.
bien. Mais le vrai problème, c'est que ça représente pas une économie, ça représente pas la création de valeur, ça représente pas les salaires, le fonctionnement. C'est juste, on vous permet de faciliter, de prendre un petit morceau de votre lingot d'or et de le payer avec votre carte bancaire en prenant ce petit morceau de lingot d'or. Mais ce n'est pas une monnaie en soi, ça reflète pas du tout, pour moi, un aspect économique derrière. Donc oui, c'est un actif numérique. Moi, je dis toujours, c'est l'or des geeks. C'est l'or numérique, quoi. C'est l'or des milléniums, c'est tout ce que vous voulez. C'est qu'on peut considérer, ou alors comme une toile de maître. La seule valeur que ça vaut une toile de maître, c'est que des gens voudront peut-être demain avoir cette toile parce qu'elle fait plaisir. Donc voilà, et c'est ça le vrai fondamental. C'est pas une création de richesse, c'est pas un rendement, c'est véritablement est-ce que demain il y a plus de gens qui vont en vouloir. Et derrière, on essaye de nous coller en disant mais si c'est une monnaie, ça sera utilisé par tout le monde. Et donc beaucoup de gens en voudront. Donc ça justifie que ça soit élevé. Mais la vraie valeur, c'est est-ce qu'il y a demain des gens qui vont en vouloir. Encore un mot, Yves, et puis Nathalie conclura sur le Bitcoin. C'est un point. L'or ne crée pas de valeur, pas plus que le Bitcoin en tant que tel, mais c'est pas la vocation d'une monnaie de créer de la valeur. Hein, c'est une référence, c'est quelque chose dans lequel on a confiance. C'est un échange. Alors, juste un rappel historique quand même, de Christian. L'or a servi de monnaie pendant 2500 ans. On l'a abandonné en 1971. Donc, encore une fois, c'est un problème d'ancrage. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas considéré comme un moyen de transaction et une monnaie officielle, mais c'est un problème de définition et d'acceptation. Donc là, on est en fait en pleine confrontation finalement de monnaies souveraines centralisées qui existent finalement depuis pas si longtemps que ça. La fête, c'est 1913. La fin de l'étalon or, c'est la guerre de 14 en France. C'est entre les deux guerres au Royaume-Uni et sur le dollar après Bretton Woods, c'est 1971. Et là, on recrée quelque chose, alors qui n'est pas accepté, pas validé, qu'il sera dans certains endroits, mais qui a cette vocation-là de dire stop à la dévalorisation de nos monnaies. Encore une fois, la monnaie n'est pas faite pour créer une valeur économique en tant que telle. Rapidement, Nathalie, parce qu'on a plus de temps, mais c'est un actif qui, pour vous, s'est installé dans le paysage des marchés financiers, ça y est ? Honnêtement, je ne croyais pas du tout il y a 3 mais ans. personne, je vous rassure, personne. Tout le monde. Donc il y a des choses qui. Mais aujourd'hui. Après, c'est la compréhension, c'est exactement ce que disait Christian. En fait, pour moi, un actif, on n'a pas d'actif quelque chose qui a du rendement. Donc, ou bien qui est du tangible, qui est quelque chose de. Là où les crypto-monnaies, le bitcoin a un avantage, parce qu'en fait, il n'y a pas de rendement, comme l'or. Mais l'or, vous pouvez avoir votre lingot chez vous, vous pouvez avoir une œuvre d'art chez vous, vous pouvez avoir du vin chez vous, il y a d'autres actifs qui n'ont pas de rendement, mais qu'on peut palper. Là, la difficulté, c'est qu'en fait, ça n'a pas de rendement, et en plus, je ne peux pas le palper. En revanche... Enfin, l'ère du digital... non, mais en termes de valeur d'un actif, en fait... en revanche, il a un avantage aujourd'hui et qui est très important, je pense, dans les marchés qu'on connaît, c'est que c'est quelque chose qui est décorrélé. C'est-à-dire que c'est ce qu'on recherche en fait, quand on cherche à diversifier, c'est ne pas avoir les mêmes métriques qui influencent sur un actif. Or, on sait que tout ce qu'il y a sur les marchés, les influences, on a tous à peu près les mêmes. C'est la macro, c'est le taux. On ne peut pas avoir un monde financier magnifique et une autre partie qui pleure. Le Bitcoin est décorrélé des variations des autres actifs et en ça peut être diversifiant. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Pelleras, directeur général de 4PointCM, Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC et Yves Maillot, le président de YAM Capital. Marché à thème, c'est le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir. Le thème aujourd'hui, c'est le thème de la psychologie de marché, de la finance comportementale. Une manière de regarder l'affaire GameStop avec Julien Messia qui est à mes côtés en plateau, le cofondateur de Quantology Capital Management. Bonsoir Julien, bienvenue. Merci d'être là. Je le rappelle, Quantology Capital Management, c'est ce qu'avait dit votre associé cofondateur Vincent Fourcault quand il était venu il y a quelques mois. Nous cherchons à modéliser le bon sens paysan. Vous faites le pari de l'intelligence collective, vous analysez les comportements, on va dire, de foule sur les marchés en faisant le pari que l'intelligence collective vaut mieux que l'expertise individuelle. À ce titre-là, qu'est-ce que vous retirez comme enseignement de l'affaire GameStop ? Est-ce qu'on peut parler d'intelligence collective dans l'affaire GameStop, Julien ? Alors effectivement, l'intelligence collective, il faut d'abord bien la définir. C'est quoi l'intelligence collective ? Il s'agit en fait de modéliser le bon sens, c'est exactement ça. Et pour modéliser le bon sens, il s'agit vraiment d'être en mesure de collecter différentes sources d'informations de gens qui ne sont pas spécialement des experts.
Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que les erreurs des uns vont compenser les erreurs des autres, de façon à ce que, finalement, la décision commune, collective, converge vers la meilleure des décisions. Voilà. Et alors, pour revenir à l'affaire GameStop, alors il y a beaucoup d'encre qui a coulé autour de cette affaire, et c'est intéressant d'avoir une lecture un peu différente de la lecture qu'on a pu avoir dans différents journaux. Au départ, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à GameStop et pas une autre société ? Parce qu'à la base, il y a un côté affectif. GameStop... C'était pas un hasard. C'est pas un hasard. GameStop, pour la génération des 25-40 ans, ça nous parle. Parce que quand on était plus jeune, on a tous arpenté les rayons Micromania, les fameux rayons bleus à la recherche des derniers titres de PlayStation ou autres consoles. Et donc c'est pour ça que c'est pas anodin qu'il y ait 2 millions de geeks ou de gens connectés qui se disent mais finalement cette boîte-là GameStop, elle est sous le feu des radars des hedge funds qui veulent la faire tomber parce qu'il y avait énormément de positions short sur GameStop, plus de 100% de positions short. Et donc évidemment, ils ont vu ça comme une menace, ils se sont dit mais nous, à l'ère des réseaux sociaux, des forums, on peut se mettre ensemble, on peut se liguer et finalement être aussi puissant, voire encore plus puissant que les hedge funds, à tel point qu'ils ont fait vaciller Melvin Capital. Bien sûr, bien sûr. Mais vous dites la dimension affective, il ne faut surtout pas la sous-estimer dans la manière dont elle a cristallisé, coagulé, on va dire, ce mouvement et ce qu'on appelle cette cohorte d'investisseurs particuliers, et peut-être plusieurs millions qui se sont retrouvés dans ce trade GameStop. Exactement. Exactement. Et en fait, j'en veux pour exemple qu'à côté de GameStop, vous avez d'autres titres qui ont subi ces mêmes mouvements. Ouais. AMC, par exemple. Oui, les cinémas. Exactement. AMC, c'est des cinémas. Et les cinémas, encore une fois, aujourd'hui, la génération Z, comme on l'appelle, eh bien, elle passe plus de temps sur Netflix que dans les cinémas. Par contre, notre génération à nous, effectivement, il y a un côté un peu Madeleine de Proust avec le cinéma. Donc AMC était proche de la faillite également. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont ligués pour faire monter le cours, comme pour BlackBerry d'ailleurs, à tel point que AMC a été en mesure d'émettre du capital et de se un peu sortir la tête de l'eau. Se refinancer, oui, voilà, bien sûr. Exactement, Ouais, exactement. ouais. Et juste pour rebondir là-dessus, c'est intéressant parce que quelque part, qu'est-ce qu'on voit émerger ? On voit émerger une nouvelle source de financement qui finalement met de côté les systèmes bancaires. Ouais. Ah on court-circuite les grandes banques de Wall Street, là, pour le coup, effectivement. Grâce à la revalorisation des cours de bourse, GameStop n'en a pas profité. Je ne crois pas qu'ils aient fait d'augmentation de capital. La question, Julien, c'est est-ce qu'on a là, avec la cohorte de ces investisseurs particuliers, désormais coaligués, ligués avec l'effet de réseau des multiplicateurs, est-ce qu'on a là un nouvel intervenant de marché? On avait les instituts, on avait les boursicoteurs un peu à l'ancienne, des fonds plus ou moins alternatifs, spéculatifs, les hedge funds. Est-ce qu'on a là une nouvelle catégorie d'intervenants de marché? Totalement. Totalement, parce que ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut voir débouler des millions d'acteurs qui se coalisent pour intervenir sur un titre. J'en veux pour preuve 2 exemples récents. Un, la semaine dernière, sur l'argent. L'argent a subi un bump de 11% sur une journée en début de semaine dernière, alors que c'est un marché sur lequel il y avait énormément de positions short. Et rien qu'aujourd'hui, vous avez également la même chose qui a lieu sur Tilray. Les valeurs cannabis aujourd'hui, c'est ça. Effectivement, l'attention se déporte vers les valeurs cannabis. Je vous invite juste à voir le graphe des valeurs cannabis. Ça rappelle du GameStop. Oui, c'est des roquettes. Pour l'investisseur et pour les investisseurs que vous êtes, encore une fois, vous modélisez, vous cherchez à modéliser le bon sens. C'est important parce que qu'il y ait un bump, comme vous dites, de 10 ou 11% un jour sur l'argent et puis le lendemain plus rien, c'est compliqué. Comment on peut aller capter ces mouvements, participer à ces phénomènes-là? C'est possible pour des investisseurs différents, traditionnels, ou en tout cas avec des modèles, d'aller capter ce genre de mouvement? Alors, je vous avoue, bien sûr, parce qu'il y a déjà des fournisseurs qui se sont intéressés à fournir la donnée aux hedge funds ou fournir la donnée aux investisseurs par rapport à quelles sont les boîtes les plus shortées, etc. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on voit vraiment que la dimension psychologique prend le dessus vraiment de façon définitive sur la dimension valorisation. Parce qu'avec l'arrivée des particuliers,
avec un phénomène de gamification de la finance. On en a parlé. Bien sûr. C'est-à-dire que vous avez dans le métro, par exemple, en France pas encore, mais dans certains pays, des gens qui jouent à la bourse. C'est aussi facile que Candy Crush. Voilà, entre deux stations. Je ne sais pas si Candy Crush est facile ou pas, mais c'est aussi facile que de jouer à un jeu, une application. Et donc en fait, ce qui veut dire qu'il y a des millions de nouveaux acteurs qui arrivent avec une possibilité via les réseaux sociaux de se coordonner. Et donc, ça veut dire que ces gens-là, ils ne vont pas réfléchir, ils ne vont pas investir par rapport aux fondamentaux, ils vont réfléchir par rapport à un effet de mode, par rapport à la psychologie. Un exemple qui va parler à tout le monde, Tesla. Tesla, moi, ça fait 3 ou 4 ans qu'on me rebat les oreilles à dire « Non mais Tesla, c'est survalorisé ». Quand tu raisonnes avec le ratio capi boursière divisé par le nombre de voitures vendues, ça n'a aucun sens. Ouais. Sauf que depuis 3 ans, ça fait x10 ou x15. Ouais. Donc voilà. C'est la psychologie qui a vraiment pris le dessus. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Julien, je ne sais pas si vous avez une réponse à cette question. Est-ce que c'est pas un marché qui devient très dangereux quand on est simplement dans la psychologie, dans l'affectif, qu'on regarde plus les fondamentaux? Effectivement, il y a quand même toute une classe d'investisseurs, alors peut-être les plus anciens, mais le retour au fondamental se fait à un moment ou à un autre et parfois de manière très très violente. Tout dépend de votre tout dépend de votre horizon d'investissement. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, si vous raisonnez à long terme, oui, on peut considérer que les fondamentaux vous rappellent toujours à l'ordre. Mais si vous êtes agile, si vous êtes flexible, eh bien là, vous êtes en mesure de tirer profit de ces effets psychologiques. Et nous, chez Quantology, c'est vraiment le pari qu'on a fait. Ouais. Vraiment. Est-ce que le terrain de chasse est mondial pour ces cohortes d'investisseurs particuliers? Est-ce que ce qui s'est passé sur la côte américaine, on peut le retrouver? Alors visiblement, il y a eu des tentatives. On a vu des stocks très shortés aussi en Europe rebondir fortement. Mais est-ce que c'est un phénomène qui peut se diffuser à l'échelle de la planète? Alors, à cette question, la réponse, elle est un peu historique. C'est-à-dire que ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aux États-Unis, chaque Américain est intéressé par la bourse, a fortiori parce que sa retraite en dépend. C'est la retraite par capitalisation. Donc vous avez 400 millions d'Américains qui ont un 401K avec la retraite qui dépend de la bourse. En France, si vous voulez, la bourse, c'est un monde d'happy few. Ouais. Donc vous n'avez pas cette possibilité de liguer beaucoup de gens comme on le fait aux États-Unis. Voilà, donc pour l'instant, c'est circonscrit plutôt aux États-Unis, mais il y a un phénomène de génération qui peut intervenir à ce niveau-là et qui peut faire que via les forums et les réseaux sociaux, ça peut être un phénomène mondial. Dernière question, Julien, et j'ai l'impression que c'est une question que se pose Wall Street. Je ne sais pas si c'est la hantise de Wall Street, mais c'est de voir la cohorte Wall Street Bets se mettre peut-être à l'avenir short sur certaines valeurs. Là, ils ont été longs sur GameStop parce qu'ils voulaient sauver Micromania. Demain, ces millions de particuliers, ils peuvent se mettre short sur des valeurs. Alors oui, sauf que c'est quand même beaucoup moins intuitif pour un particulier de parier à la baisse. C'est pas le raisonnement naturel. Non, exactement. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est pas pour tout de suite. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Merci d'être venu décrypter pour nous le phénomène GameStop et les phénomènes psychologiques. Voilà, c'est la logique, la psychologie qui l'emporte aujourd'hui sur les fondamentaux dans ces marchés. Malgré la neige. Malgré la neige, vous avez affronté la neige et le froid. Julien Messia qui était avec nous en plateau ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, cofondateur de Quantology Capital Management. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.